Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons compléter notre horaire avec cette présentation qui devrait être la dernière, puisque nous abordons maintenant le dernier point de notre plan de cours, c'est-à-dire la section sur les mécanismes de collaboration entre les différents paliers gouvernementaux. J'ajouterai sans doute un petit peu plus tard donc un autre PowerPoint pour discuter des, excusez-moi, discuter également du fédéralisme coopératif et ce sera très, très rapide. Donc, nous en sommes au mécanisme de collaboration. Alors, on a compris que le système fédératif canadien n'a pas été conçu pour permettre aux différents organes de collaborer entre eux. On a compris que les provinces n'ont pas de porte-voix au niveau fédéral dans les mécanismes d'adoption des lois fédérales, contrairement à ce qui existe dans d'autres fédérations. Nous avons vu tout cela. Donc, nous avons également compris, nous l'avons déjà souligné, qu'il est donc de ce fait nécessaire de créer ces mécanismes de collaboration, puisque sans ces mécanismes, mais dans la mesure où un même domaine risque d'être administré et sous certains aspects et par le palier fédéral et sous d'autres aspects et par le palier provincial, il risque d'y avoir contradiction. Et puis, on a bien compris que les provinces n'ont pas d'intérêt à se confronter au pouvoir fédéral, puisque dans la mesure où deux règles sont incompatibles, c'est la règle fédérale qui aura prépondérance. Et nous avons vu également, je l'avais souligné, que même dans les domaines où il y a une juridiction croisée, immigration par exemple, excusez-moi, ou d'autres domaines, dans ce cas, il y a également prépondérance fédérale. Donc, la collaboration est nécessaire et bon, mais on a vu aussi que une bonne partie du financement se trouve au niveau du pouvoir fédéral et non pas au niveau des provinces. Donc, la collaboration est nécessaire. La collaboration va se faire en grande partie d'un point de vue administratif, c'est-à-dire que les provinces et le pouvoir fédéral ont mis sur pied des organes de collaboration et de discussion qui parfois peuvent être plus ou moins formelles, d'autres fois sont très formelles et donc font en sorte qu'il y ait des réunions régulières. Donc, ces différents organes ont mis sur pied, ces différents paliers gouvernementaux, excusez-moi, ont mis sur pied des processus de collaboration. Nous allons en voir quelques-uns juste pour avoir une idée donc de ce à quoi je fais référence. Commençons avec ici, excusez-moi, je suis, comme vous le voyez, sur la page du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes. Donc, le fait qu'il y ait un secrétariat relatif aux relations canadiennes nous indique bien la nécessité d'avoir une structure qui permette d'assurer ces relations canadiennes. Et vous le voyez, donc, ce secrétariat, donc ici, il a une méthode pour le gouvernement provincial québécois de participer donc, et de s'assurer qu'il y ait ces relations au niveau canadien. Vous le voyez, on nous dit que ça se traduit notamment par la participation du gouvernement du Québec à des conférences multilatérales réunissant des représentants des gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux, ou encore des gouvernements provinciaux et territoriaux seulement. Le Québec entretient également des relations bilatérales avec le gouvernement fédéral ainsi qu'avec les gouvernements provinciaux et territoriaux dans le but notamment de conclure des ententes de toute nature. Donc, il peut y avoir des ententes et on pense souvent à la question d'adopter des règles de droit qui soient compatibles, mais au-delà de cela, il peut aussi y avoir des ententes pour permettre une meilleure collaboration entre les différents paliers gouvernementaux. Je poursuis ici. Dans différents secteurs d'activité gouvernementale, il existe des forums intergouvernementaux de ministres et de sous-ministres. Donc, ce ne sont pas uniquement les premiers ministres qui se réunissent. Parfois, ça peut être des fonctionnaires spécialisés dans certains domaines. Nous le verrons dans quelques secondes. Donc, et généralement, on va discuter donc de sujets d'intérêt commun. Il y a aussi les premiers ministres des provinces et des territoires qui se rencontrent également régulièrement et de façon ponctuelle avec leur homologue fédéral. Regardons, donc je suis ici dans Relations intergouvernementales.
Allons voir, juste par curiosité, conférence intergouvernementale et on verra donc dans ces conférences, je peux m'excuser, intergouvernementales, on va nous faire quelques commentaires, mais ce qui m'intéresse ici, c'est surtout en fait la partie du bas. Vous voyez, conférence de 2020, de 2020, et là, on a toute une liste de conférences. Alors, je vous ai dit que parfois, ça pouvait être des fonctionnaires. Là, on a réunion des sous-ministres, hein, pour la conservation de la faune et de la biodiversité. Effectivement, l'environnement nécessite une collaboration. Conseil des ministres ici, hein, des ministres responsables des transports et de la sécurité routière. Sous-ministre encore, il y a, on verra un petit peu plus loin des ministres, sous-ministres. Il me semble que j'avais vu également une rencontre de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires, donc ministre des Finances, les ministres responsables de l'agriculture. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. C'est peut-être moi qui me suis gouré ici. Ah, mais non, on a ici le comité du commerce intérieur, donc ça ne regroupe pas nécessairement les ministres ici. Donc, on voit comment cela fonctionne. Il peut y avoir également une structure qui sera plus organisée. Ici, en fait, c'est le secrétariat du Québec, mais il peut y avoir aussi des regroupements des provinces, par exemple, qui vont travailler ensemble sur des domaines, sur des sujets qui les intéressent. Alors, j'ai pris ici donc le Conseil des premiers ministres de l'Atlantique. J'ai pris le conseil ici parce que nous avions déjà eu l'occasion de voir lorsque nous avons parlé de la Confédération en 1867, à quel point les provinces de l'Atlantique étaient, ce qu'on appelle les provinces maritimes, étaient près une de l'autre. Enfin, à l'époque, c'était plutôt provinces maritimes, à quel point elles étaient près une de l'autre et à quel point elles tentaient de se protéger face à l'Ontario et au Québec. Alors, ce conseil ici, donc, de l'Atlantique, en fait suite ou donne suite à un ancien conseil qui existait auparavant. On va aller voir à propos du conseil. Le Conseil des premiers ministres des Maritimes. Donc, vous le voyez, ici, on a un nom qui fait plus référence à ce que l'on connaît, alors que maintenant, nous sommes rendus avec le Conseil des premiers ministres de l'Atlantique, ce qui peut permettre, par exemple, au Québec de participer à certains travaux. Le Québec a côte sur l'Atlantique, n'est-ce pas? Donc, et quel est le but de ce Conseil des premiers ministres de l'Atlantique? Bien, c'est essentiellement de faire valoir et donc les questions qui les touchent particulièrement, déterminer des politiques communes et puis éventuellement tenter de parler d'une seule voix, hein? Donc, c'est relativement récent, le 15 mai 2000, comme vous le voyez, et cela faisait suite à ce que je vous avais dit, à l'ancien Conseil des premiers ministres, donc des Maritimes, qui avait, lui, été créé en 1971. Alors, la mission du Conseil des ministres des premiers ministres de l'Atlantique est la suivante: promouvoir les intérêts des résidents de la région de l'Atlantique dans les grands dossiers nationaux en cherchant à établir des positions et des points de vue communs, c'est ce que je vous ai dit il y a quelques secondes, et en veillant à ce que ces personnes et leurs intérêts soient bien représentés, s'efforcer de mettre en place un climat permettant à la population du Canada atlantique de participer entièrement et d'être concurrentielle sur le plan de l'économie mondiale, travailler avec tous les partenaires afin de stimuler, de favoriser un avenir durable et prospère pour les résidents de la région atlantique au sein d'un Canada solide. Donc, évidemment, ces organismes n'ont pas pour but de démanteler la Fédération canadienne. On reconnaît l'existence de cette Fédération canadienne, mais naturellement, on essaie de faire valoir ses propres intérêts et dans la mesure où on n'a pas de mécanismes qui nous permettent donc de parler à Ottawa. Donc, il faut passer par d'autres biais. Je vais noter ici un autre événement qui est intéressant, la conférence des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l'Est du Canada. Donc, il s'agit d'une conférence, ce n'est pas un organe officiel. Ici, c'est une conférence qui se tient régulièrement, dans laquelle nous aurons donc les gouverneurs de certains États de l'Est des États-Unis qui vont se réunir avec les premiers ministres des provinces donc, de l'Est du Canada. Donc, oui, c'est ça, de l'Est du Canada, ce qui inclut le Québec, naturellement.
où là aussi, on va tenter de faire valoir certains dossiers, certains points, de les défendre. Écoutez, regardez, avec le gouvernement Trump présentement, et sa volonté de protectionnisme, alors que les économies des États de l'Est américain sont nettement imbriquées avec les économies des États, des provinces, excusez-moi, de l'Est du Canada. Il y a une bonne quantité de homards, par exemple, qui est pêchée par des pêcheurs canadiens qui va se faire traiter aux États-Unis et vice-versa. Donc, avec ce type de lien, mais il est parfois utile que ces États et ces provinces s'unissent pour réussir à faire pression auprès du président des États-Unis pour tenter de lui faire comprendre l'intérêt de cette grande région de l'Est des deux pays. Un autre organisme que vous connaissez peut-être, c'est excusez-moi, c'est ce qu'on appelle le Conseil de la Fédération, le Conseil de la Fédération qui regroupe les premiers ministres des provinces et des territoires du Canada. Autre organe qui est quelque peu informel dans une certaine mesure, bien qu'il y ait une entente fondatrice qui l'ait créé, mais ma foi, ce n'est pas prévu par la loi constitutionnelle de 1867. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, ici, vous voyez, les premiers ministres des 13 provinces et territoires sont d'office membres de ce Conseil de la Fédération et les objectifs pour promouvoir la coopération entre les provinces et les territoires et tisser des liens plus étroits entre ses membres dans le but de renforcer le Canada, favoriser des rapports fructueux entre les gouvernements qui soient fondés sur le respect de la Constitution et sur la reconnaissance de la diversité au sein de la Fédération, assumer un rôle de leadership dans des dossiers importants pour tous les Canadiens ici. Mais je tiens à souligner quelque chose que nous avons lu et que peut-être vous n'avez pas noté. Ce sont les premiers ministres des 13 provinces et territoires qui sont membres du Conseil de la Fédération. Le premier ministre du Canada n'est pas membre. Il est naturellement invité à participer aux travaux des réunions des premiers ministres du Conseil de la Fédération, mais on a connu un premier ministre il y a quelques années de cela qui a tout simplement vertement refusé une invitation à aller participer à une conférence du Conseil de la Fédération, faisant valoir que, ma foi, les premiers ministres des provinces, ils les voyaient tout le restant de l'année. Alors, pourquoi aller assister à une réunion supplémentaire? Nous avons aussi le texte fondateur de ce Conseil de la Fédération. Vous voyez, donc ça date du 5 décembre 2003, et c'est ça ici. Donc ça commence à avoir quelques années, mais ce n'est tout de même pas très, très, très vieux. Et puis vous avez donc la composition et les objectifs qui sont grosso modo ce que l'on vient de dire, en renforcer la coopération interprovinciale territoriale, en tissant des liens plus étroits, exercer un leadership sur des questions d'importance nationale pour les provinces et les territoires, faire la promotion des relations gouvernementales fondées sur le respect de la Constitution et la reconnaissance de la diversité. Écoutez, je vous laisse regarder ce document. Si éventuellement vous avez envie de le lire, c'est très simple. Là, vous tapez, vous le voyez en haut, l'adresse canada premier.ca en un seul mot, et vous aurez donc le site avec ces documents ici. Donc, on voit qu'il y a une nécessité de collaboration entre les différents paliers, que cette collaboration se fait en grande partie d'un point de vue sur l'aspect exécutif. Ce sont les membres de l'exécutif qui vont donc participer ensemble dans ce qu'il est de bon ton d'appeler donc une fédération coopérative, donc un fédératif oui, une fédération coopérative, c'est bien ça. Donc, on va tenter de se mettre d'accord sur différents aspects. Alors, évidemment, il faut que chaque personne qui participe au processus soit ouverte et qu'elle accepte l'idée de discuter avec l'autre palier. Et ici, ce n'est pas toujours le cas. Ça dépend en grande partie des personnes qui sont impliquées. Cela peut très bien fonctionner si chacun comprend qu'il y va de son intérêt. On peut penser
aux différents transferts économiques que nous avons déjà vus, dont nous avons déjà parlé, dont la péréquation. Et certain que les provinces vont se mettre ensemble pour discuter, pour faire valoir quels sont leurs besoins, de même dans le domaine médical. Mais si le premier ministre du Canada, qui est en poste à ce moment, a un programme très précis et qu'il fait la sourde oreille, les provinces pourront toujours parler, mais que voulez-vous, il n'y a pas de chambre de la fédération où elle pourrait véritablement influer sur la législation qui sera donc adoptée. Donc, différents mécanismes qui fonctionnent. Vous avez par ailleurs, encore une fois, dans le dernier travail que vous avez à faire, une jurisprudence qui nous parle de ces mécanismes et qui donne des exemples qui peuvent être considérés comme des réussites parfois. Il est aussi possible de collaborer, donc d'un point de vue législatif, c'est-à-dire non pas uniquement d'une collaboration entre les pouvoirs exécutifs, parce qu'évidemment, cette seule collaboration des pouvoirs exécutifs pose problème, parce qu'à un moment donné, si les membres du pouvoir exécutif concluent des ententes et que ces ententes doivent être traduites par la suite en loi, bien évidemment, on comprend que le Parlement est souverain, mais tout de même, c'est délégué au pouvoir exécutif beaucoup de pouvoir véritablement sur les règles du fonctionnement donc de notre fédération. Parce que souvent, ces règles vont compléter des notions, par exemple dans l'application des articles 91 et 92, c'est-à-dire la répartition des compétences, vont compléter donc, ces règles vont compléter des notions qui, par ailleurs, peuvent être très vagues et un peu floues. Il peut y avoir également des mécanismes législatifs de coopération. Alors, on sait que ce que l'on va appeler la délégation horizontale est interdite, c'est-à-dire qu'un palier gouvernemental ne peut déléguer à l'autre palier ce que la loi constitutionnelle lui a attribué comme pouvoir, puisque ce serait de la sorte si vous voulez, procéder à un amendement constitutionnel d'une façon indirecte. Mais on sait par contre que la loi adoptée par un palier gouvernemental peut tout à fait référer à la loi adoptée par d'autres paliers gouvernementaux sans que ça ne pose problème ici, puisque finalement, si le législateur de la province dit tel concept aura la même signification que tel autre concept dans la loi fédérale, il n'a pas abandonné sa compétence dans le domaine, donc on peut tout à fait procéder de la sorte. Parfois, on peut même aller plus loin. Il est déjà arrivé que le législateur fédéral, par exemple, indique que sa loi allait s'appliquer dans certains domaines, sauf pour ceux qui auront été retirés par le biais d'une loi provinciale. Donc, la province, somme toute, ici, avait une forme de délégation de pouvoir, mais ma foi, la Cour suprême a accepté ce type de délégation. Donc, on peut faire une délégation de la sorte. On peut procéder aussi à faire ce qu'on appelle une délégation donc en diagonale, c'est-à-dire non pas une délégation entre paliers gouvernementaux, du fédéral au provincial, donc du législateur à l'autre législateur, mais d'un législateur vers un organe administratif, c'est-à-dire que rien n'empêche le législateur fédéral, par exemple, de déléguer des pouvoirs réglementaires à une autorité ou de mise en application de sa loi à une autorité provinciale ou vice-versa. D'ailleurs, encore une fois, dans cette affaire sur donc les valeurs mobilières, vous voyez bien qu'il y a ici un organe qui sera créé, qui va se voir déléguer des pouvoirs par les deux paliers gouvernementaux. En d'autres mots, ce qui est la limite ici dans ces mécanismes, c'est la perte de pouvoir. C'est-à-dire, si vous avez un palier gouvernemental qui abandonne ses pouvoirs législatifs à l'avantage, au bénéfice d'un autre palier gouvernemental, il vient de telle sorte de procéder à un amendement constitutionnel indirect. Et ça, ce n'est pas permis. Mais dire à un autre organe, vous pourrez donc agir en vertu de ma volonté, cela demeure permis. Donc voilà, je vous remercie. Le sujet ici abordé était les mécanismes de collaboration.